Salut tout le monde, ici Rémi. Ça fait tellement longtemps et il y a tellement de monde qui me l'a demandé que la voici, la fameuse capsule sur l'impôt en immobilier. Avant de débuter ça, je tiens à rappeler que je ne suis pas comptable et encore moins fiscaliste. Chacun d'entre vous avez vos propres particularités puis vous devriez vous faire accompagner par des professionnels si vous en avez besoin. Et je dois dire aussi que dans cette capsule-là, je n'irai pas dans les tout petits détails. En fait, mon but, c'est juste de donner les grandes lignes pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'impôt au quotidien sur un immeuble. Ça va vous aider à mieux comprendre la rentabilité d'un investisseur et à mieux faire vos calculs de rentabilité. Je vais parler de quelques grands principes comme les revenus et les dépenses, l'amortissement, le capital et le gain en capital. Je vais faire éventuellement d'autres capsules avec les sujets plus détaillés, mais pour aujourd'hui, au moins, ça va arrêter de vous faire peur au niveau de l'impôt. Parce que vous allez comprendre la base et aussi vous allez mieux choisir vos immeubles. Parce que vous allez vous rendre compte que même un immeuble à cash flow positif, eh bien, ça se pourrait que vous avez besoin de sortir de l'argent de vos poches à la fin de l'année. J'espère que je vais réussir à aller sur la ligne qui permet de ne pas trop en dire pour ne pas vous perdre, mais aussi d'en dire assez pour que vous puissiez bien comprendre. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et aussi, bien, si vous voulez des sujets plus précis sur l'impôt, vous me l'écrirez aussi. Je tiens à dire aussi que je parle d'un immeuble détenu en nom personnel et non dans une compagnie. Dans une compagnie, c'est autre chose et aussi ça va vous coûter bien plus cher en impôts. Évidemment, chaque situation est différente, mais dans 95%, je ne vous recommande pas du tout d'ouvrir une compagnie pour acheter un premier immeuble. Il faut savoir que vous pouvez très bien acheter un duplex, un quadruplex ou même un 6 logements et plus en votre nom personnel et ça même si vous avez un prêt commercial. Donc, que vous ayez un prêt qui est dit standard ou que vous ayez un prêt commercial, si vous achetez en votre nom personnel, ça ne change rien pour l'imposition. Première des choses, il ne faut pas trop vous en faire avec l'impôt. Premièrement, l'impôt, ce n'est pas juste un gros monstre qui vient manger tout votre argent. Déjà, il y a de fortes chances que tu paies quand même moins d'impôts que tu penses déjà à la base. Et aussi, c'est important de se rappeler qu'on paie de l'impôt sur un salaire ou un revenu ou un profit. Donc, si on ne fait pas de profit, eh bien, on ne paye pas d'impôt. Rappelez-vous de ça, c'est important, surtout en immobilier. Si on ne fait pas de profit, on ne paye pas d'impôt. C'est un principe de base qui est souvent oublié, surtout en immobilier. Cette semaine, mon 10 secondes va à Friends et à Pierre-Luc. Félicitations, bientôt vous allez commencer à payer de l'impôt sur plus de revenus grâce à vos futures actions en immobilier. Commençons avec le début. Tout au long, je vais prendre le même exemple, ça va être plus simple, de quelqu'un qui vit seul, qui est sans enfant, qui a un travail correct de 55 000 $ par année et qui veut investir en achetant son premier immeuble. Cette personne-là passe à l'action et achète un quadruplex. Les revenus, c'est-à-dire les 4 loyers qui sont payés, sont de 4 fois les 800 $ par mois sur les 12 mois de l'année, c'est-à-dire que dans ton année, tu vas gagner 38 400 $ de revenus locatifs pour ton immeuble. Rapidement, on va comparer ce revenu-là par rapport à un revenu, disons, de travail. Disons qu'à votre travail, vous faites 55 000 $ par année, vous êtes super chanceux et demain matin, vous avez une augmentation de 38 000 $. Eh bien, dans ce cas-ci, vous allez être imposé sur l'ensemble de vos revenus qui vont s'élever à 93 000 $ et vous allez payer un tout petit peu moins de 30 000 $ d'impôts. C'est aussi simple que ça, l'imposition, si jamais on parlait d'un travail. Mais revenons à notre réalité, c'est 38 400 $, ce n'est pas un revenu de salaire, mais plutôt un revenu locatif relié à un immeuble. Le gouvernement, il n'est pas si idiot non plus. Il sait que pour arriver à louer tes logements et à faire un revenu, tu vas avoir des dépenses qui sont reliées à tout ça. Minimalement, tu vas avoir les dépenses des taxes municipales, la taxe scolaire, l'assurance, l'entretien, et aussi les intérêts sur ton prêt. Ça se pourrait être aussi d'autres dépenses, j'y reviens un petit peu plus tard. Maintenant, quand vous achetez un quadruplex, c'est comme si vous aviez une mini-entreprise. Et comme dans toute entreprise, c'est possible de déduire nos dépenses de nos revenus pour l'impôt. Donc au final, grâce à votre immeuble, vous ne gagnez pas 38 400 $ dans vos poches à la fin de l'année. Vous gagnez plutôt, une fois qu'on a enlevé toutes les dépenses, un montant de disons 10 000 $. Eh bien, c'est seulement ce 10 000 $-là qui va aller s'ajouter sur vos revenus. Et sur ce 10 000-là, eh bien, dans notre exemple, la personne célibataire va payer environ 3 700 $ d'impôts sur son immeuble. Maintenant, il faut savoir une chose très importante en immobilier. Dans l'exemple que je viens de donner, si tu regardes les chiffres, tu peux avoir l'impression qu'à la fin de l'année, il te reste 6 300 $ que tu peux dépenser comme tu veux. Ça semble être un immeuble rentable où tu as un cash flow positif tous les mois, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas.
Parce que comme probablement 99,99% des gens qui achètent un premier immeuble, eh bien tu l'as acheté grâce à un prêt bancaire. Et tout à l'heure, quand j'ai calculé les dépenses, c'est important de souligner le fait que j'ai calculé seulement les intérêts sur le prêt et non pas le capital. Le remboursement en capital d'un prêt, c'est ce que tu dois rembourser à la banque à tous les mois pour faire en sorte qu'un jour l'immeuble soit vraiment à toi. Et dans notre exemple, eh bien justement, ce remboursement équivaut à environ 10 000 $ par année. Donc si on revient avec notre calcul des dépenses de tout à l'heure, eh bien on arrive, oui, avec un profit de 10 000 $. Mais si on arrive avec notre tableau du cash flow, eh bien cette fois-ci, on arrive à 0 $. Il ne te reste donc aucun argent à la fin du mois ou à la fin de l'année grâce à ton immeuble. Est-ce que c'est le meilleur investissement du siècle? Clairement pas, parce qu'il ne te reste pas d'argent dans tes poches, mais ce n'est pas non plus un mauvais investissement parce qu'au final, tu vas quand même avoir un remboursement en capital. Ça, c'est de l'argent qui t'appartient. Donc, bien que ton cash flow soit neutre, eh bien, ta rentabilité existe quand même. Au final, tu vas avoir de l'équité qui va grandir sur ton immeuble, tout ça sans sortir d'argent de tes poches. Par contre, la vraie situation est encore un peu plus nulle parce que même si ton cash flow est à zéro, eh bien, tu vas quand même devoir payer 3 700 $ en impôts. Parce que pour l'impôt, on ne peut pas déduire notre remboursement en capital. C'est un remboursement, c'est de l'argent qui nous revient et au final, ce n'est pas une dépense. Donc au départ, quand on a calculé seulement les dépenses, eh bien on avait un cash flow qui était positif. Quand on va finalement y inclure le remboursement de capital, on se rend compte que notre immeuble y est rendu maintenant avec un cash flow qui est nul. Et en plus, si on y ajoute l'impôt, eh bien on va même devoir sortir de l'argent de notre poche. C'est donc super important quand vous calculez la rentabilité d'un immeuble de calculer le vrai cash flow que vous avez après l'impôt. Parce que si vous avez besoin de tout l'argent de votre salaire pour vivre, eh bien dans notre exemple ici, le fait d'avoir acheté un quadruplex, eh bien vous allez devoir diminuer votre train de vie pour pouvoir arriver à payer l'impôt sur votre immeuble. Dans mon exemple, il y avait un profit de 10 000 $, mais ça se peut très bien que sur ton immeuble, il y ait beaucoup plus de dépenses. Ça se peut aussi que tu aies des frais pour la pelouse, le déneigement, les frais de gestion, ton déplacement, que tu payes Internet et qu'il y a un locataire qui t'a pas payé pour un mois. Au final, dans ton année, avec l'immeuble, tu n'as pas fait aucun profit. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu ne fais pas de profit, tu n'auras pas à payer de l'impôt sur ton immeuble. C'est vrai que tu vas devoir sortir de l'argent de ta propre poche pour pouvoir payer le capital, mais au moins, tu n'auras pas à payer de l'impôt. Heureusement, c'est plutôt rare que toutes les dépenses, sans compter le capital, s'élèvent à autant que les revenus. Mais il y a des situations où c'est encore pire. Il y a certains immeubles où les dépenses se trouvent à être plus élevées que les revenus. Vous pourriez donc vous retrouver avec un tableau qui ressemble à quelque chose comme ça et au final, vous auriez une perte locative. Eh bien, cette perte viendrait se diminuer de tes autres sources de revenus. Donc, dans notre exemple, on se retrouverait à payer de l'impôt sur un montant de 50 000 $ à la fin de l'année, c'est-à-dire un 55 000 $ de salaire, moins les 5 000 $ de perte locative que tu as eues. Dans ce cas-ci, on pourrait dire en quelque sorte que ton immeuble te fait sauver de l'impôt. C'est plate parce qu'il va aussi te coûter de l'argent, mais au moins, niveau impôt, tu en payes un peu moins. Ça, c'est la base en immobilier. Le profit ou la perte nette de ton immeuble qui ne comprend pas le remboursement en capital, eh bien, ça vient s'ajouter ou se diminuer de tes autres sources de revenus, disons comme un salaire d'emploi. Il me reste deux choses à parler et c'est maintenant autour de l'amortissement, parce qu'il y a certaines dépenses qu'on ne peut pas déduire de nos revenus. On revient à notre exemple de tout à l'heure où on avait un revenu net de 10 000 $. Eh bien, si vous faites des rénovations dans votre immeuble pour 20 000 $, eh bien, selon la nature des dépenses, vous ne pourriez peut-être pas prendre le 20 000 $ complet et le déduire de vos revenus pour arriver avec une perte de 10 000 $ au final. C'est complexe, mais selon le type de rénovation, vous devez savoir si votre dépense est une dépense courante ou ce qu'on appelle une dépense en capital. En gros, et rappelez-vous bien ici que j'ai dit en gros parce que c'est quand même plus complexe que ça, mais pour faire simple, une dépense courante, c'est souvent une dépense qui est là pour réparer quelque chose, pour maintenir la valeur de l'immeuble ou tout simplement quelque chose qui est un peu pour le court terme, qui va être à refaire éventuellement aussi. Prenons par exemple que tu as une dépense parce que tu as fait de la peinture pour mettre tout l'appartement au goût du jour, eh bien ça, oui, c'est une dépense courante. Si tu changes ta toiture parce qu'elle est tout pourrie, eh bien ça aussi, ça pourrait être une dépense courante. Mais si tu changes ta toiture qui est en bardeau d'asphalte pour une toiture qui est en tôle, eh bien là, tu n'as pas seulement réparé, tu as amélioré l'immeuble, tu as augmenté la valeur de ton immeuble. Donc là, ça devient une dépense en capital.
Si tu as ajouté un garage à ton immeuble, ça aussi, ça pourrait être une dépense en capital. Et si tu as changé ton vieux plancher de vinyle, mais par un nouveau plancher en céramique chauffant, eh bien là aussi, ça pourrait être considéré comme une dépense en capital. Au final, si tu fais une dépense de ce qu'on appelle courante, eh bien oui, tu vas pouvoir la déduire de tes revenus à 100%, comme j'ai dit tout à l'heure. Au contraire, si tu fais une dépense en capital, tu ne pourras pas venir réduire cette dépense-là de tes revenus. Le montant de ta dépense va plutôt venir s'ajouter à la valeur comptable de ton immeuble. Dans l'amortissement, il y a aussi la DPA, c'est-à-dire la déduction pour amortissement, qui est un élément plutôt magique. J'essaie de faire ça ici super simple. En gros, à chaque année, vous allez pouvoir prendre 4% de la valeur de votre immeuble, excluant la valeur du terrain, et la mettre dans vos dépenses, même si vous n'avez pas réellement sorti de l'argent pour ça. Par exemple, si vous avez acheté un immeuble et que l'immeuble seulement, sans la valeur du terrain, vaut 350 000 $, eh bien, vous allez pouvoir prendre 4% de ce montant-là, soit une DPA de 14 000 $. Encore une fois, on va revenir à notre exemple où on avait 10 000 $ de profit. Eh bien, dans ce cas-là, on va pouvoir prendre un 10 000 $ de DPA, ce qui va ramener nos revenus nets à la fin de l'année à 0 $. Et une fois nos revenus à 0 $, eh bien, on ne paye pas d'impôt. Magie! Bon, OK, là, c'est vrai, il faut savoir que ce n'est pas de la pure magie. En fait, c'est plutôt un report d'impôt, un peu comme un REER. La DPA vous permet ici de réduire vos revenus à chaque année et de ne pas payer d'impôts ou très peu d'impôts à chaque année grâce à ça. Mais comme dans un REER, eh bien, le gouvernement vous attend au détour. En fait, il ne vous a pas fait de la magie, il ne vous a pas fait un don. C'est quand vous allez faire la vente de votre immeuble, tout l'amortissement que vous avez pris, vous allez devoir l'ajouter à votre profit et c'est à ce moment-là que vous allez devoir payer l'impôt au moment de la vente. Mais c'est quand même une technique super intéressante, le report d'impôt grâce à la DPA, parce que si vous vous servez de tout cet argent-là que vous n'envoyez pas au gouvernement pour acheter d'autres immeubles, vous allez pouvoir grossir votre parc immobilier beaucoup plus vite et payer l'impôt seulement plus tard. Il faut savoir aussi d'autres petites choses importantes sur la DPA. Eh bien, en prenant de la déduction pour amortissement, vous ne pourrez pas créer une perte locative. C'est-à-dire que si vous avez eu pour 10 000 $ de profit net et que vous avez le droit de prendre 14 000 $ de DPA, eh bien, vous ne pourrez pas prendre plus de 10 000 $. Vous allez pouvoir choisir un montant entre 0 ou 10 000 $ pour diminuer le revenu comme il vous convient. Au final, le montant que vous choisissez de DPA, c'est ça qui va déterminer à la fin vos revenus pour l'imposition. Aussi, c'est important de savoir que ce n'est pas 4% sur le 350 000 à chaque année. En fait, c'est basé sur un solde dégressif. Ce que ça veut dire, c'est que si une année, tu as pris 10 000 $ de DPA, eh bien l'année d'ensuite, tu vas pouvoir seulement prendre 4% de maintenant 340 000 $ et ainsi de suite. Donc, à chaque année, le 4% va s'appliquer sur un montant un petit peu plus bas de la valeur de ton immeuble. Et dernière petite chose importante, l'année où tu achètes ton immeuble, eh bien, il y a la règle du demi-taux. Ça veut dire que pour la première année, tu ne peux pas prendre 4%, mais c'est plutôt 2% que tu vas pouvoir prendre en DPA sur la première année que tu détiens ton immeuble. J'espère ne pas vous avoir perdu ici avec trop d'informations sur l'amortissement. Rassurez-vous, un jour, je ferai une capsule plus détaillée sur ce sujet-là seulement. Tout ce qui me reste à parler sommairement, c'est le gain en capital. Contrairement à une maison où il n'y a pas d'impôt sur la plus-value, quand vous vendez un immeuble à revenu, vous allez devoir payer l'impôt. Disons que vous avez payé votre achat 350 000 $ et que vous revendez 10 ans plus tard pour un montant de 500 000 $. Eh bien, vous allez faire ici un gain en capital de 150 000 $. Heureusement, le gain en capital est imposé à la moitié de votre taux marginal. Ça, c'est une façon simple de dire que quand on fait un gain en capital, il y en a seulement la moitié qui va être inclus dans votre calcul d'impôt. Donc, si vous gagnez toujours 55 000 $ au moment où vous vendez votre immeuble, eh bien, vous allez devoir ajouter à vos revenus 75 000 $ et vous allez être imposé comme si vous aviez gagné dans votre année 130 000 $, même si au final, au réel, vous avez gagné 205 000 $. Avec une imposition qui est sur 50 %, on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus rentable fiscalement de faire des gains en capital que d'avoir des salaires. Vous voyez, oui, c'est vrai qu'il y a de la complexité dans tout ça, mais au final, c'est relativement simple. En résumé, tu prends les revenus bruts de ton immeuble et tu y déduis toutes les dépenses que tu peux pour arriver à un profit ou une perte nette. Si tu as un profit, tu peux prendre maintenant un certain montant en DPA. Et s'il te reste encore un profit après tout ça, eh bien c'est ce montant-là qui vient s'ajouter à tes autres revenus
et tu payes de l'impôt sur l'ensemble de tes revenus. Et de façon simple, il faut toujours se souvenir qu'à la revente, oui, tu vas payer de l'impôt, mais sûrement sur la moitié de ton gain en capital. Vous aurez compris qu'entre les dépenses et l'amortissement, c'est possible de retarder votre impôt à payer sur un immeuble pendant plusieurs années. Il ne faut donc pas trop s'en faire avec l'impôt, vous aurez le temps d'apprendre et d'optimiser tout ça avant que vraiment ça vous coûte très cher. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, à la prochaine!